Bonjour à tous. Ça y est, c'est le Bonjour. direct, c'est le grand jour. On voit les gens qui commencent à s'inscrire, on va attendre un petit peu. On a déjà 40 participants, on a à peu près 250 inscrits, donc on va attendre que tout le monde arrive. En tout cas, Écoute, ben, merci déjà. non, non, je t'en prie. Pendant que les gens sont en train de, je vois en même temps, donc je salue, si tu me le permets, un certain nombre de nos clients, puisque c'est quand même grâce à eux qu'on peut sortir un peu tous ces chiffres Tout aussi à fait. croisés. Donc j'en profite là, voilà, de saluer Eric de Bras Droit des Dirigeants, Stéphane de Curie Hub, voilà ceux que je vois arriver, naturellement Régis, la compagnie des déboucheurs. Donc voilà, écoute, pendant que les uns et les autres arrivaient, j'en profitais pour saluer quelques-uns. Cool, cool, cool. Non, non, vraiment, on est super content déjà qu'on a eu un intérêt énorme envers cette enquête. Donc ça nous donne envie de travailler tard les soirs, d'avoir un peu des cernes pour arriver à vous donner un petit peu des indicateurs pour vous en sortir dans le développement de vos enseignes. Parce que c'est l'ère de la guerre, hein. Comment performer aujourd'hui sans avoir d'indicateurs. Bien évidemment, oui, il y aura un replay, mais après, effectivement, je m'adresse à Virginie. C'est toujours mieux de rester présent. Ça va être aussi un moment d'échange où pour les personnes qui auraient des questions particulières, vous pourrez les poser en live. Ça va durer 1 heure, ça va être très rapide, ça va aller vite et Beaucoup de vraiment, on a contenu, plein de effectivement. data super intéressantes à partager avec vous. On attend encore 3 minutes. Olivier, si tu voulais prendre la parole. Non, 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 j'avais fait mon petit truc de saluer les uns les autres en clown blanc, donc pas de souci. Non, je disais effectivement, peut-être en introduction, pendant qu'on est en train d'attendre tout le monde, que cette année, c'est la deuxième fois que, bah alors, à la fois parce que Everfoot a grandi et Franchise Cloud a grandi aussi, du coup, avec 250 enseignes clientes, et merci à eux qui utilisent la solution Franchise Cloud, on a forcément, je dirais, un éventail un peu plus important. N'empêche que vraiment, nous aussi, on prend cette étude avec, je pense, le plus de modestie possible, hein, Mehdi, en sachant qu'effectivement, c'est pas parce que je pense que personne à notre place n'a un échantillon suffisamment grand pour sortir des données, mais on le fait assez modestement. On sait en tout cas que les données qu'on sorte semblent cohérentes, mais on le fait encore une fois avec modestie. Et si les uns et les autres ont des points d'amélioration à venir, pas de souci là-dessus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette année, naturellement, on va revenir sur les chiffres qu'on avait l'année dernière, les comparer à cette année. Vous verrez qu'il y a 2-3 éléments qui changent, mais on essaiera aussi en deuxième partie, donc restez bien jusqu'à la fin, de faire un peu plus que la dernière fois, parce que je sais que vous étiez demandeur, de creuser un peu la partie marketing digital, son coût, les coûts d'acquisition. Voilà, sachez qu'on va creuser un petit peu plus qu'on l'avait fait la dernière fois, cette partie-là. Cool. Alors, je tiens à remercier un de nos clients pour le coup, les Chérubins aussi, qui gentiment a prêté un bureau pour faire cette conférence. Donc, quand même, le petit sponsor, les Chérubins, merci Ah, pour le je coup. vois qu'il y a du barter qui se passe là. Donc, pour tous ceux On de vous attend qui quand même. connaissez Mehdi, ça ne m'étonne pas de lui. Donc, merci aux Alors, j'avoue chérubins. que le petit écran externe, c'est pratique. Moi qui suis souvent sur la route, ça permet d'être beaucoup plus efficace pour le coup. Voilà. Allez, on attend encore une Allez, petite c'est minute parti. et on va pouvoir commencer. Oh, je pense que, allez, écoute, on s'est dit effectivement qu'on avait beaucoup de choses à se dire pendant voilà, 45 minutes, 1 heure. Donc, je pense qu'on peut démarrer au moins sur les premières slides. Les gens, je pense, réussiront à nous rattraper. On a quand même déjà maintenant plus de 67 personnes qui sont à l'heure. Donc, je pense que, voilà, commençons. Allez, ça Allez. marche. Bon, pour respect pour les arrivants qui sont à l'heure, on va commencer. Donc, merci à tous d'être présents sur cette deuxième édition du Franchise Development Report. C'est une volonté, une initiative du moins, qui vient de Franchise on Cloud et nous-mêmes, Everfruit, à peut-être donner voilà, des indicateurs clés dans une stratégie de développement digital ou pas, pour vraiment savoir si notre réseau, donc je vous mets à votre place, si votre réseau performe ou pas sur cet aspect-là. Donc rapidement au niveau fonctionnement, il faut absolument rester jusqu'à la fin. Je vous expliquerai dans un petit instant pourquoi. On va vous donner plein de chiffres clés sur les taux de conversion en fonction des différentes sources, sur les coûts par lead, combien coûte un candidat aujourd'hui, l'acquisition digitale d'un candidat sur telle ou telle plateforme. Il y a plein de choses comme ça qui sont super importantes aujourd'hui dans votre développement, dans votre stratégie de développement, donc on va vous le donner. Petite règle, on va dire, on a avec nous Lisa, qui est notre content manager, et normalement Arnaud aussi, donc de chez Franchise on Cloud, qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc vous avez un chat, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Pour le coup, je vais essayer de revenir sur mon écran. Non, je ne peux plus. Donc Lisa, je te laisse prendre la main là-dessus. Sur le chat, s'il y a des questions, y répondre.
Il y aura aussi des sondages, donc on va vous poser des questions aussi sur comment ça se passe pour vous dans votre réseau. Et voilà. Bon, je vais pas, ça c'est juste formalité. On va avancer pour le coup. Donc les intervenants, moi-même, fondateur d'Everfruit, donc on est une agence de marketing digital de croissance. On accompagne plus d'une trentaine de réseaux sur la brique acquisition digitale de candidats. Voilà. Sans les citer, vous les retrouvez sur notre site. La mission d'Everfruit, c'est vraiment ça, c'est de faire bouger les lignes, et on est un petit peu dans cette dynamique-là avec Olivier aussi qui va se présenter pour vous. Donc, effectivement, Olivier, fondateur et président de Franchise Cloud. Donc, je le disais, effectivement, utilisé par environ 250 enseignes franchiseurs, plateforme collaborative all-in-one pour couvrir tous les aspects du métier de franchise, même si nos clients ne sont pas tous franchiseurs. On a aussi des clients qui sont en succursale à 100%, par exemple, le réseau Adopt, c'était le cas. Mais en tout cas, plateforme all-in-one pour couvrir tous les aspects du métier de franchiseur qu'on connaît. Recrutement des franchisés, les séduire, organiser les ouvertures, les réussir, et puis ensuite une plateforme collaborative pour naturellement augmenter l'engagement de tous ces franchisés, et puis naturellement faire tout en sorte pour qu'ils puissent performer, et s'il y a des écarts entre l'application du concept et la manière dont il est fait dans les points de vente, pouvoir y remédier. Donc en gros, voilà, recruter, manager, engager. Comment faire pour que finalement tout ça grandisse vite, solidement, à moindre coût et avec une sécurité juridique maximale. Voilà à peu près le why de la solution. Cool, super. Et donc, du coup, un peu de chiffres, forcément, puisque depuis maintenant 5-6 ans, sur toute cette partie développement, qui est une partie de notre plateforme, on a forcément les chiffres de 250 enseignes, d'où ils ont leurs candidats, leurs leads, comment ils transforment, quel taux de conversion. Un petit peu de data qu'on partage avec Mehdi, puisque lui aussi, de son côté. Allons-y. Cool. Alors, petite parenthèse, on a peut-être eu un problème technique avec la solution qu'on utilise pour le webinaire. S'il y a des personnes qui n'auraient pas reçu le lien pour se connecter ou des choses comme ça, c'est disponible normalement sur la page Franchise Development Report sur LinkedIn. Bon, après, normalement, tout a été renvoyé par mail, mais je reçois des messages personnels qui me disent qu'ils n'ont pas reçu. Donc, si c'est le cas, vous retrouverez ça sur la page LinkedIn. Si vous avez des personnes autour de vous, faites passer le message. Et nous, du coup, on continue notre présentation. Donc, d'abord, ce qu'on aurait besoin, c'est que vous nous parliez de vous. Alors, je ne sais pas si Lisa, tu peux lancer le sondage. L'idée, c'est de savoir déjà qui vous êtes. Est-ce que vous êtes responsable de développement? Est-ce que vous êtes en charge du marketing? Ou alors, est-ce que vous êtes simplement même mieux, un directeur de réseau ou un fondateur? Ça va nous permettre de peut-être pouvoir changer un petit peu plus le discours, aller dans des sujets qui vous touchent plus et que ce soit vraiment engageant pour vous. Voilà, donc je vais continuer à avancer pour ne pas perdre de temps. Mais n'hésitez pas à répondre au sondage qui vient juste de s'afficher que Lisa nous a mis à l'instant. Voilà. Promis, on suit en même temps ce qui est indiqué dans le chat, donc on saura faire à peu près les deux et noter en même temps qui est là, même si, comme on vous l'a dit, on a reconnu quand même pas mal de gens. Je souhaitais saluer aussi effectivement les représentants de l'Obs, de TLF, de l'officiel de la franchise. Voilà, je vois des noms, je ne vais pas tous les citer, mais je sais qui est qui derrière. Effectivement, ils nous ont en tout cas donné aussi un certain nombre de leurs chiffres, donc on a pu aussi voir la pertinence de tout ça. C'est quand même un monde où tout le monde se parle, et voilà, je voulais en tout cas le noter. Exactement. Alors, pour le coup, je ne peux pas voir les sondages puisque je vais essayer d'avancer en fonction des réponses. Si Olivier, tu peux me les donner, ou Lisa, pour pouvoir justement après rebondir là-dessus. Je continue d'avancer sur la prochaine slide de mon côté. Hop. Alors, voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le sommaire, 7 principaux axes de ce webinaire. Déjà, c'est de revenir sur le marché de 2022, savoir comment s'est passé d'ordre général. Alors, on va aller rapidement là-dessus, puisque vous savez tous un petit peu ce qu'il en est. On va parler des sources d'acquisition de candidats, d'où viennent aujourd'hui les candidats à la franchise en 2022. Je répète que cette enquête est portée sur l'année 2022, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur l'année 2023 qui vient juste de commencer. Ça peut faire sens, mais effectivement, c'est bien de le redire. On va parler des taux de conversion, quels sont les canaux qui convertissent le plus, la temporalité des candidatures, à quel moment il y a le plus de candidatures dans l'année, les coûts par lead et par signature de contrat. C'est des indicateurs qui sont super importants que vous devez connaître aujourd'hui dans vos stratégies de développement. Le ratio en fonction de différentes sources, différentes campagnes digitales, en termes de qualification de lead, c'est-à-dire combien de prospects sur temps je dois avoir sur telle source pour vraiment tomber sur un prospect qualifié, un candidat qualifié. Voilà. Et on terminera bien sûr sur les bonnes pratiques pour continuer à performer sur les prochains mois. Et on vous expliquera un petit peu des nouvelles choses que nous, on teste avec Franchise Cloud qui peuvent être justement pertinentes et performantes.
Voilà. Est-ce que sur les typologies des personnes qui sont présentes sur le webinaire, Olivier, tu pourrais nous dire un petit peu les réponses sur le sondage? Alors, je dirais dans la partie sondage, principalement effectivement des responsables, soit des patrons effectivement d'enseigne ou soit des responsables de développement comme on peut effectivement l'imaginer. OK, super. Allez, on passe sur la prochaine slide. Donc, Pour les tendances effectivement 2022. Mehdi, je te laisse. allez, super. Bon, après ça, c'est des chiffres clés que heureusement, la fédération française, met à disposition, donc ça ne vient aucunement de nous. Donc merci pour, mise à disposition de ce genre d'informations. On constate effectivement que, il y a des sensibles évolutions, sur l'année 2022 par rapport à 2021. D'ordre général, je trouve qu'au moins à notre point de vue, nous, marketing, et Olivier, tu pourras compléter, l'année 2022 est une année qui était en début de mutation, on va dire, où nous, du moins au niveau acquisition digitale de candidats, on ressent plus les effets sur cette année que sur l'année 2022. Mais effectivement, c'était une année, même si elle était instable, le fil commençait à se dérégler, mais c'était quand même relativement stable par rapport à 2021. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Olivier? Oui, très rapidement pour qu'on garde le rythme. Mais moi, ce que je dirais, c'est que je me rappelle d'un très vieux monsieur qui était responsable d'une grande franchise, qui me disait le pire quand on est franchiseur, c'est effectivement quand il y a déjà une situation économique qui se tend. Donc le risque de devenir entrepreneur est plus important. Donc les gens se demandent si vraiment c'est le moment de devenir entrepreneur. Et que quand la crise n'est pas encore arrivée, parce que finalement un certain nombre de salariés sont encore en place et donc du coup sont pas encore entre parenthèses sur le marché des gens qui cherchent à devenir franchisés. On a un peu juste ce moment-là d'un entre-deux et qui finalement les choses se tendent. Et si on pouvait dire deux choses, hein, c'est que clairement à la fois il y a une plus grande concurrence parce qu'effectivement les réseaux continuent de se développer, mais on peut très bien dire que dans le volume en tout cas des candidatures, les moins 25-30% qu'on avait vu l'année d'avant, heureusement n'ont pas continué de s'aggraver, mais on est toujours si on compare l'avant Covid à maintenant, on est quand même sur une différence de 20 à 30% de candidatures en moins. Je pense et j'espère pour tous nos clients que c'est vraiment dû à ce moment qui est particulièrement clé, encore une fois, où il y a une conjonction de deux éléments, à la fois une crise qui arrive et qui inquiète tout le monde, et des gens, entre parenthèses, qui ne sont pas encore poussés ou contraints à devenir entrepreneurs, parce qu'il y en a une partie des gens qui sont dans cette cible-là. Voilà ce que je voulais dire, de manière un peu provocante peut-être, mais je crois assez réaliste. Alors effectivement, ça nous pousse sur la question, est-ce que vous pensez tous, donc on a à peu près une centaine de personnes, n'hésitez pas à répondre, est-ce que vous pensez que le nombre de candidatures a augmenté en 2022 par rapport à 2021? Et pendant qu'on pose cette question, je réponds du coup à Régis qui me demande effectivement est-ce que c'est les chiffres spécifiques à la franchise. Non, c'est bien effectivement le sens franchise, je vais dire dans son sens anglo-saxon, hein. Bien évidemment, quand je sois licence de marque, affiliation, enfin voilà. Me lancez pas sur ce côté-là en bon juriste, je vais en faire 3 heures. Mais bien évidemment, c'est la franchise dans son sens le plus général. Pour moi, franchise au sens anglo-saxon, c'est dès qu'un patron est indépendant et pas simplement salarié d'un point de vente. On est dans ce cadre-là du commerce organisé. OK, super. Alors peut-être que Lisa, tu peux prendre la parole et nous donner les résultats du sondage? Alors Oui, malheureusement, je je suis ne désolé, vois j'ai un pas du problème coup. technique, je vois pas les réponses. Donc c'est pour ça. Et moi non plus. Alors, 58% disent non et 42% oui. D'accord, OK. Alors c'est marrant, hein? C'est marrant et je serais curieux de savoir si on devait vraiment pousser l'analyse, comprendre, quelles sont les enseignes qui ont dit 40 %, merci Lisa, et les enseignes qui ont dit, non, 58 %. Donc effectivement, on constate, une tendance quand même descendante, hein, en termes du flux de candidatures, et on va le développer sur, En alors même temps que tu développes et que tu passes à l'autre slide, je vais répondre un peu à cette partie-là parce que ce qu'on voit, alors on l'a pas mis dans les slides là parce qu'autrement on n'a pas un échantillon, moi aussi, hein, avec 250 enseignes, je pense que je vous le disais, il faut rester modeste. On n'a pas un échantillon suffisant pour parfois être sûr des chiffres qu'on voit à l'intérieur, mais n'empêche qu'on peut s'en parler ensemble. Et clairement, si on voit les moyennes descendre, ce que je vois aussi, c'est que les différences entre en gros les bons et les mauvais s'aggravent aussi. Donc ça veut dire qu'on a bien, c'est en tout cas moi les gens qu'on voit, des gens effectivement qui n'ont pas de problème, qui performent de plus en plus. On verra que c'est quand même il y a une prime au nouveau concept, il y a une prime parfois à la restauration rapide de certains secteurs ou d'autres secteurs comme ça, qui continuent de bien performer, et que j'ai constaté que plus
alors c'est un discours là aussi un peu provoquant, mais que plus les enseignes étaient matures et finalement en situation où les noms font rêver, eh ben peut-être c'est eux qui avaient presque le plus pâti de ces baisses de candidatures. Ce que je dis, hein, vous doutez bien qu'avant, je l'ai un peu objectivisé en parlant avec pas mal d'entre vous et pas mal de grandes enseignes. Mehdi, je te laisse continuer. Non, très bien, je pense que tu l'as bien résumé. Je continue à dire si Lisa, tu vois des questions, encore une fois, je vois pas les questions, donc désolé. Si tu vois des questions intéressantes, n'hésite pas à rebondir dessus. Par contre, les questions, je vois, voilà, on se fait un petit logistique, donc naturellement Lisa, Arnaud qui sont avec nous peuvent intervenir, mais je vois des questions, donc j'y répondrai à certaines. Normalement, je suis censé aussi les voir, mais malheureusement, j'ai eu un petit souci tout à l'heure qui a fait qu'elles ont disparu. C'est pas grave, je continue. Donc, pour le coup, les candidats aujourd'hui sont aussi répartis par segment d'enseigne. Peut-être je te laisse expliquer ça, Olivier. Tu sauras peut-être même mieux l'expliquer que moi. Oui, non, simplement, il faut bien faire un critère d'enseigne. On disait effectivement que je sois enseigne, naturellement en termes de critères restauration secteur, mais il nous a paru qu'il y avait un critère qui était beaucoup plus pertinent, qui était effectivement la taille de l'enseigne. Alors, voilà, une enseigne qu'on appelle micro-émergente, en développement, je disais mature ou émergente. Et par rapport à ça, on a un critère effectivement où, bien évidemment, je disais, 31% des enseignes matures, 31% des enseignes en développement drainent je dirais le nombre de candidats, ce que l'Obs, TLF, les uns les autres, l'officier de la franchise voit naturellement. Mais quand même, ça veut dire qu'on a des micro-émergentes, c'est-à-dire moins de 10 implantations, enfin autour de ça, moins de 25 pour les émergentes. On a quand même 15 et 23 qui arrivent. Donc, ce que je voulais aller aussi, et c'est dans non seulement la partie évolution, c'est qu'on va y revenir, mais qu'on a sur cette année-là, comme si en sortie de crise, les enseignes qui faisaient, je dirais, un peu plus rêver, c'est celles qui semblaient, peu importe si c'est vrai ou pas, mais semblaient les plus novatrices, soit en termes de concept, soit en termes de possibilité d'intégrer un réseau. Il y a clairement une prime aux jeunes enseignes, alors que pendant très très longtemps, être une jeune enseigne, c'était effectivement plutôt difficile. Je mentionne simplement, alors désolé pour les autres, que c'est la première qui me vient en tête, mais une enseigne comme Crêpe Touch, effectivement, mais alors peut-être même s'il y a un gros chiffre d'affaires par point de vente, mais qui a été révélation de franchise cette fois-ci, il y a effectivement une capacité à drainer de la candidature qui est parfois plus importante que des gens qui sont installés et qui, Michael Millier-Paris me dit, m'en voudra pas, mais qui sont parfois plus connus encore que Crêpe Touch. Donc, c'est bizarre la manière dont tout ça draine les choses sur les sites, notamment médias, et ce que je vois dans nos chiffres. Alors, donc, voilà effectivement à peu près le ratio qui a évolué. Oui, Mehdi. Il y a effectivement une tendance, nous on le voit, sur des enseignes un peu micro-émergentes, tout ce qui est secteur street food, tout ça, les candidats vont tout doucement plus s'orienter là-dessus. Bon, après, c'est une évidence que je suis en train de vous dire, en tant que responsable développement, vous devez tous le savoir, mais on le constate aussi par les chiffres sur les campagnes d'acquisition que nous, on pourrait mettre en place. Voilà. Donc, c'est effectivement un bon point. Voilà. Donc après, effectivement, c'est pas dit que, peu importe dans quel segment vous vous trouvez, c'est juste de trouver du coup la bonne stratégie pour faire en sorte que ça fonctionne quand même et qu'un réseau mature va mettre en place, nous on l'a rédigé sur notre site, ça s'appelle la pyramide de croissance des réseaux, d'un point de vue marketing, les stratégies ne seront pas les mêmes pour un réseau mature que pour un réseau logiquement micro-émergent, en phase de développement, ou voilà. Donc ça, c'est un point important. Alors, prochaine slide. On constate qu'au niveau des secteurs qui reçoivent le plus de demandes, on a quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait l'année dernière. Alors, la difficulté qu'il y a là-dessus, c'est qu'il y a une notion organique qui fait que dans tous les cas, in fine, un candidat va toujours s'orienter sur de la restauration en premier. Je me rappelle, quand je travaillais pour un portail de mise en relation auparavant, d'une année sur l'autre, c'était plus ou moins tout le temps la même. On avait la restauration en premier, on avait ensuite tout ce qui est commerce spécialisé, alimentaire, etc. Troisième, service à la personne. Et quatrième, beauté, bien-être, salle de sport, etc. Donc, bon, effectivement, ça peut être différent légèrement d'une année sur l'autre, mais je ne pense pas. Et il y a aujourd'hui des personnes qui, et je vous en prie, s'il vous plaît, dites-nous-le, pourriez éventuellement, Nathalie, ou nous dire ce que vous en pensez à ce sujet en répondant dans le chat. Je pense que voilà, c'est pas des choses qui d'ordre général changent beaucoup, et c'est des choses que même les portails aujourd'hui doivent constater d'ordre général. Alors, petite mention pour les portails et personnes travaillant pour ces portails ici présentes. Si vous pouvez même intervenir là-dessus, il n'y a pas de souci. Lisa, tu rattrapes la question si c'est le cas, ou même Olivier, et comme ça on interviendra là-dessus. Mais bon,
on constate une tendance assez identique à l'année dernière là-dessus. Alors, on peut passer aux slides suivantes. En attendant que tu passes aux slides suivantes, effectivement, j'indique juste que ça ne veut pas dire que le secteur bien-être attire moins que les autres. Là aussi, il y a un effet de volume. Hein. Clairement, si on regarde sur les 2000 et quelques enseignes de franchise en France, on a quand même beaucoup d'enseignes de la restauration. Donc, forcément, tout ça amène du volume. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément… il se trouve qu'on a l'impression qu'un peu comme… mais qu'elles attirent plus en proportion de candidats. Mais il y a quand même un effet autour de ce secteur-là, effectivement, qui est quand même… et qui, bizarrement, après le Covid, reste là, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un certain nombre de candidats se détournent un peu de ce secteur-là. Et je mentionnais, du coup, puisque la partie santé-beauté, compte tenu du nombre d'enseignes, ça draine moins effectivement de volume, mais je fais en aparté, je ne donnerai pas les enseignes, mais en tout cas, nous on note que pratiquement les plus beaux taux de conversion sont faits par des enseignes de santé bien-être, donc vous voyez que voilà, les choses sont toujours à prendre avec voilà, le volume de candidats ne veut pas forcément dire les taux de conversion de chaque enseigne derrière. Moi, en tout cas, les top performers, je les vois dans la partie santé bien-être. Donc, candidats générés par source. Juste pour évolution entre les 2 années. Ça a une importance justement parce qu'effectivement, il va y avoir des enseignes qui organiquement vont attirer beaucoup plus de candidats, mais c'est pas pour autant qu'elles vont convertir mieux en fait. Donc l'idée, bien sûr, dans une stratégie, c'est de trouver le juste milieu entre les deux, mais des fois, il y a des choses qui se passent de manière naturelle. Et c'est ce que tu disais là, par exemple, par rapport aux enseignes de beauté santé versus enseignes de restauration. Et on le constate, nous, d'un point de vue marketing, pour le coup. Alors, les candidats générés par source, c'est quelque chose qui variera toujours d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, on constate que les sites médias restent quand même relativement devant, pour le coup. C'est indéniable, hein, il y a un fort référencement naturel, il y a des investissements colossaux qui sont mis en place pour de l'acquisition. Donc, une enseigne ne peut pas venir en compétition avec un portail de mise en relation et autres. Après, cela veut dire qu'on peut toujours aussi diversifier les sources d'acquisition, ce que les enseignes font de plus en plus, et du coup venir se positionner sur leur site enseigne avec du SEO, du référencement naturel, avec de l'acquisition digitale, etc. Voilà, donc peut-être aujourd'hui, les chiffres, je ne vais pas vous les lister, vous les avez en face de vous, mais on voit qu'il y a une nette, il y a des évolutions sur certains secteurs. Sur le site des enseignes, petite baisse pour le coup. Le marketing digital direct, alors je tiens à préciser que bien sûr, c'est essentiellement avec les stats de Everfruit couplés à ceux de franchise directe. Donc, on a de plus en plus d'enseignes de notre côté, donc c'est normal que les chiffres varient aussi un petit peu. Voilà. Mais ce n'est pas un souci. Tu es toujours chez Franchise Direct. Toi, tu as indiqué à tout le monde que voilà, ce n'était pas un secret que tu étais chez Franchise Direct avant. C'est le stress du direct avec mes excuses, Franchise on Cloud. J'aurais été sympa, j'aurais pas relevé pour tout le monde, ça aurait pu passer crème, comme disent les jeunes. Tant pis pour toi. Donc, allez, je reprends la main là-dessus en te disant effectivement marketing digital direct. Une progression, de plus en plus d'enseignes y vont et de manière, on peut le dire, de plus en plus professionnelle. Ça, c'est ce qu'on note. Et puis, effectivement, une grosse montée du parrainage parce qu'effectivement, les enseignes se sont rendues compte que c'était finalement beaucoup plus simple d'aller demander à leurs propres franchisés d'envoyer les autres franchisés, voire même certains nombres d'enseignes, de manière assez intelligente, ont mis en place tout un système pour que les salariés qui sont au sein effectivement des franchisés, des enseignes franchises, puissent monter en compétences et eux-mêmes, avec un certain nombre d'ailleurs de solutions de financement, puissent ouvrir des franchises. Quand d'un seul coup, on a une pénurie de candidats effectivement en développement, c'est non seulement quelque chose d'intelligent en termes de taux de conversion, mais aussi de pertinent pour aller chercher des candidats quand on n'arrive plus à les voir dans son viseur. Moi, ce que je note dans les enseignes là, c'est que particulièrement ceux qui ont réussi à le mettre en place, on s'en doute, c'est des secteurs dans lesquels il y a besoin d'une forte expertise métier. Parce que forcément, alors je ne dirais pas des enseignes, parce que j'en ai une là, mais qui me dit, moi, effectivement, quand je fais des campagnes digitales et tout, il faut que je trouve des gens qui savent effectivement faire de la charpente, faire de la menuiserie. Et donc, du coup, j'ai un processus de recherche qui, par le parrainage, peut être d'autant plus pertinent. Moi, je voulais simplement dire une chose, et je te repasse la parole, c'est que je m'attendais à ce qu'entre une année et l'autre, puisque c'était la première année de notre étude, qu'on ait en tout cas des chiffres qui varient de manière importante, et quand on les a regardés, je les ai regardés à 2 fois parce que je me suis dit, est-ce que vraiment on ne s'est pas trompé dans les chiffres, puisque finalement, à part quelques évolutions presque qu'on pourrait prédire avant d'avoir les chiffres, on a des choses qui restent à peu près dans les grandes proportions telles qu'on l'a vu. Donc, on peut se dire en tout cas aujourd'hui qu'une enseigne qui voudrait se couper
des sites médias pour faire en tout cas du volume en termes de candidature, compliqué en tout cas, et que ça reste quelque chose à la fois en termes de visibilité et de lead important. Et je voulais dire un mot sur les salons et le salon de la franchise. Alors, pas forcément parce qu'on est partenaire de la FFF, mais parce qu'effectivement, sur la partie salon, c'est quand même du cross-canal et c'est très difficile à mesurer. Donc, effectivement, dire que les salons, c'est 8%, Véronique me dirait effectivement que je regrette, mais ça draine bien plus que ça en termes de réassurance, en termes de ce qu'on veut. Et c'est vrai. Et donc, du coup, on donne le chiffre tout en sachant que ce chiffre peut-être ne correspond pas à grand-chose et sous-évalué au final dans le closing en tout cas. Voilà ce que je voulais simplement dire. Entièrement d'accord là-dessus. Et effectivement, c'est une enquête qui, d'une année sur l'autre, viendra encore à s'étoffer. On partait de 0, maintenant on est à 1. L'année prochaine, on sera à 2. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce sera sur 2023, donc l'enquête qu'on sortira début 2024. J'ai fait un petit teaser pour le coup. En fait, qu'on verra en fait ce fil qui commence à se tordre un petit peu dans d'autres sens. On a quelque chose d'assez similaire sur l'année 2021 versus 2022, mais je le vois personnellement au niveau de l'agence. On commence à avoir des distorsions un petit peu sur les sources d'acquisition, sur les comportements des candidats, etc., qui sont bien sûr impactés par l'environnement extérieur. Mais voilà. Donc, on va y venir, quoi qu'il arrive. Je vais passer à la prochaine slide. Juste, Mehdi, avant la prochaine slide, il y a juste plusieurs personnes qui demandent si vous pouvez préciser ce qu'inclut le marketing digital direct. Effectivement, très bien. Merci Lisa pour ton intervention. N'hésite pas à en faire d'autres si c'est le cas, quand c'est le cas, quand il y a des questions. Donc le marketing digital direct, c'est ce qu'on fait nous. C'est des campagnes sur Google, Facebook, LinkedIn. C'est vraiment des campagnes de marketing digital que vous mettrez en place vous-même pour aller chercher des candidats. La chasse digitale. Voilà. Si ça répond à la question, dites-le nous. Si ça ne répond pas, n'hésitez pas. Elisa, je t'autorise à m'interrompre si c'est le cas. Oui, il y avait juste une autre. J'aimerais bien savoir quel site média est le plus important. C'était l'autre question. Alors, c'est une question que, pour le coup… Alors maintenant que tu as dit que tu travaillais chez Franchise Direct avant, et que voilà, je te laisse te dépatouiller. Je t'aide, c'est ça? Alors, vous voyez, je vais faire un peu on va pas faire de vernis, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment interrogé si cette fois-ci, cette année, on publiait les chiffres des différents sites médias. J'étais finalement assez à l'aise. On sait très bien, et nous en tout cas avec Arnaud, on va sortir une étude sur effectivement les médias et les différentes sources que les uns et les autres revendiquent. Mais ce qui est sûr, c'est que on sait très bien qu'il y a deux premiers dans les listes en termes de volume, que TLF dans l'ordre et l'Obs dans l'ordre sont les deux premiers qui drainent effectivement énormément de candidatures. Que l'officiel de la franchise, par sa politique de contenu, de podcast, tout ça, effectivement, a un positionnement un peu différent, mais valorisant. Et puis, je dirais, les autres, même si effectivement on a des nouveaux entrants avec What the Franchise, l'Express, effectivement, qui apportent un ton différent, on a quand même, en termes de volume, les deux premiers que j'ai indiqués. Et par contre, je ne rentrerai pas dans cette partie-là pour vous dire lequel est le plus performant entre les deux. Pour vous dire la bonne raison, c'est que quand je regarde les chiffres, j'ai juste à vous dire deux choses, et que moi-même je m'étonne, c'est qu'ils se cannibalisent peu. Je vais y arriver. Ça veut dire que quand j'ai des clients qui ont à la fois TLF et l'Obs, eh bien bizarrement, je m'attendrais à ce que les candidats aient fait les démarches sur les deux, et finalement pas tant que ça. Alors je ne sais pas comment l'Obs et TLF, ils pourraient me dire les uns les autres comment ils y arrivent, ou c'est juste le fait. Je pense tout simplement le candidat internaute, quand il va en ligne, quand il a fait une demande sur un site, il ne fait pas la même sur l'autre site. Donc voilà, je vous invite, ça fait presque discours commercial, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de cannibalisation entre les deux, et qu'en tout cas, en termes de taux de conversion, parce qu'en termes de volume, je crois que les chiffres, ils sont disponibles un peu partout, mais en termes de taux de conversion, je ne vois pas, moi, des grandes différences entre les deux. Plus exactement, je vois des différences importantes, mais qui sont souvent liées à des positionnements d'enseigne, plus ou moins besoin d'un apport important, tel secteur, plus ou moins avec expertise et tout. Donc, c'est plutôt sur ce registre-là. Voilà. Alors, ce que je pouvais dire. Peut-être tu peux compléter un peu, mais… Ouais, je vais compléter et compenser, on va dire, en étant très neutre, on va dire. La première chose, c'est que comme je travaille pour un portail, ça, je sais un petit peu les classements, etc. On peut dire que les deux que tu as mentionnés sont très bien assis, mais plus que bien assis même, sur le référencement web,
et sur tout ce que je disais en amont, sur les investissements qui sont mis en place pour les clients. Donc pour moi, je l'ai toujours dit, un portail, et je vais plus loin dans ma réflexion, ça reste très important d'avoir au moins un portail dans sa stratégie parce que vous aurez souvent des candidats que vous ne retrouverez pas vous-même. Parce que c'est comme par exemple quand vous cherchez à vendre votre bien vous-même autour de vous, si vous avez un appartement et que vous le mettez par exemple sur Le Bon Coin. Vous n'aurez pas forcément les mêmes typologies de personnes qui vont vous contacter. Ou un exemple concret, lorsque moi je recrute au niveau de l'agence, puisqu'on est dans le recrutement, je n'aurai pas les mêmes candidats sur LinkedIn que je vais avoir par exemple sur Welcome to the Jungle. Et on retrouve les mêmes phénomènes. Donc demain, si je n'étais plus présent sur Welcome to the Jungle, ce serait un problème pour moi parce que effectivement, en termes de recrutement, je n'aurais pas les mêmes profils. Donc c'est important quand même d'être présent. Et effectivement, en termes de classement, je pense qu'ils ont été largement mentionnés et je pense que j'ai complété et compensé ce que Olivier disait. Voilà. Après, très sincèrement, si vous contactez ces portails en question, en amont, vous avez toujours un Media Kit qui vous donne les stats dont vous avez besoin. Voilà. Que je ne connais pas à ce stade. Voilà. Faisons attention à dérouler vite, effectivement, parce qu'on est tous les deux bavards et voilà, qu'on puisse donner en tout cas les chiffres vite. Ouais. Vas-y, Alors, allez, rapidement, j'interviens pas sur cette slide-là, comme ça, effectivement, on avance. Hop. ouais, voilà. Donc, très simplement, sur le tableau général des conversions, on est sur quelque chose de un petit peu meilleur que sur l'année 2021 parce qu'on était post-Covid. La machine est repartie. Il nous faut aujourd'hui, en 2022, à peu près 55 leads pour signer un candidat. On est sur des taux de conversion d'à peu près 10% pour les 20 meilleures enseignes. Donc, on a de meilleures conversions que 2022. Après, le taux de conversion moyen, c'est celui-ci. Le taux de conversion moyen en 2022, c'est 1,9% des candidatures que vous recevez. Et je vous laisse intervenir là-dessus si vous voulez dans le chat, si ça vous semble cohérent. Et Lisa m'interrompre si c'est le cas, s'il y a des questions. Mais voilà, c'est vraiment les stats qu'on retrouve sur 2022. Et je vois que c'est des statistiques qui sont vouées à vraiment changer sur 2023, puisque là, déjà, sur le premier quarter, sur le premier trimestre, on a des petits changements. Ouais. Et encore une fois, je disais, avec en tout cas une augmentation, ce qu'on appelle l'écart type, pour ceux qui aiment les mathématiques, qu'effectivement, entre la moyenne veut dire encore quelque chose. Elle bouge un petit peu, mais il y a une vraie différence entre les meilleurs et les moins bons. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire la même chose, ça dépend tellement du type d'enseigne et tout, mais quand je suis une enseigne, alors à part si j'ai vraiment là aussi une enseigne qui a plus de 10 000 candidatures par an, qui est installée dans 4 000 points en France, forcément que son taux de conversion va être aussi bas parce que du coup, c'est forcément la différence entre les gens qui arrivent et les gens que je signe. Donc tout ça influe, mais j'ai tendance à dire qu'une enseigne, si elle se dote des bons outils, des bonnes agences, voilà, ou d'ailleurs qu'elle le fasse toute seule, si elle fait 4%, c'est que forcément, elle fait son job de manière bien. Si elle est à 2 ou en dessous, c'est qu'il y a quand même des zones encore d'efficacité à aller rechercher. Donc moi, en tout cas, et ça, on est en dehors des stats, du coup, c'est un sentiment. Mais dis là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais puisque la question peut-être qui intéresse, c'est est-ce que quand je suis développeur, déjà, c'est quoi calculer mon taux? Moi, sur nos solutions, vous le savez, on a mis en place depuis peu un tunnel de conversion qui fait que je peux me rentrer un budget, une période et regarder les différents coûts d'acquisition en fonction d'où viennent les sources, de manière automatique. Comme ça, c'est pas le doigt mouillé, mais on peut se dire que 4%, quand j'ai un taux de 4%, j'ai pas à rougir de mon taux de conversion, c'est que je fais vraiment ce qu'il faut derrière. Voilà. Oui, effectivement, c'est important pour analyser chacune des étapes du tunnel pour voir un petit peu là où le bas blesse. Il y avait des questions, Lisa, ou pas? Oui, donc il y avait une question, tout secteur confondu. Donc, est-ce que c'était tout secteur confondu? Oui, ce ratio-là, il est forcément tout secteur confondu. Et alors, du coup, pendant que tu changes et que tu lances le sondage, moi, je vois peu de différence dans ces chiffres-là entre les secteurs. Je vois des différences, mais encore une fois, l'échantillon n'est pas suffisamment large, donc je me méfie de ce qui peut sortir là-dessus. Je vois des différences entre les segments d'enseignes dans les taux de conversion.
Clairement, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je vois les meilleurs taux de conversion dans les enseignes les plus, je dirais, les plus jeunes, mais c'est aussi parce que voilà, il y a un effet de volume qui viennent un peu fausser les chiffres, mais je ne vois pas tellement de différence ça entre les secteurs, sauf à rappeler ce que j'ai dit au début, que la restauration, avec effectivement tout ce qui est un peu food, bref, tout ça est un peu en tête, et certains secteurs comme l'esthétique et tout, même s'ils ont souffert longtemps dans un certain sens, certaines enseignes sont dans les meilleurs taux de conversion. Très bien. Donc, les réponses à cette question, quelle source de candidats le plus converti selon vous en 2022? Lisa, je te laisse donner les réponses dès que tu les as. Alors, on a 45% pour site enseigne, 17% pour les salons, 17 ou 15 maintenant pour les portails, 11 pour parrainage, 10 réseaux sociaux et 3 consultants franchise. Ça veut bien dire, tu vois, qu'effectivement, sur les salons, les gens sont conscients, en tout cas, que même si c'est 8% des sources de leads, ils ont bien conscient, effectivement, qu'il y a quand même un intérêt qui reste intéressant sur les salons. Alors même que ceux qui étaient là il y a 10 ans dans le monde de la franchise, et malheureusement pour moi, j'en fais partie, eh bien, il y avait quand même effectivement beaucoup plus de salons que maintenant. Et puis, on voit bien, par contre, qu'ils sous-estiment, à mon avis, bizarrement, alors que le parrainage explose. Dans le sondage, on ne sent pas effectivement cette conscience de l'intérêt de ce mode-là. Ok, bon, c'est à noter. Super. Mehdi. Et il y a juste une autre question. Pardon, Mehdi. Okay. Vos anciennes ont-elles une stratégie de chasse sur les job boards? Si oui, est-ce efficace? De Régis. Alors, bonne question. À ce stade, on n'a pas inclus ce genre de choses pour la bonne raison qu'il y a effectivement peu d'enseignes qui le font. Dès lors qu'on part sur des stratégies de chasse sur des job boards, là on parle d'Indeed, des choses comme ça qui fonctionnent, hein, c'est efficace. Hein. Ça veut dire que c'est des enseignes qui ont quand même un certain budget à mettre parce qu'on sort des canaux principaux en fait. Voilà. Pas forcément dans une stratégie d'acquisition un canal principal, mais enfin ça pourrait l'être d'ailleurs, mais c'est pas forcément vers celui où on s'oriente en premier. Là, j'ai répondu à la Bon, question. Mehdi, je te laisse avancer. Je ne veux pas faire le clown blanc, mais effectivement, je pense que les slides qui sont après intéressent un peu plus. Bon, celles-là, vous pouvez les Là, on retrouver. rentre dans le vif du sujet. Allez. On rentre dans le vif du sujet où effectivement on voit que le parrainage est un réel levier. Il y a de plus en plus de réseaux, dont certains qu'on accompagne, qui mettent réellement en place des stratégies avec des incentives où voilà, le franchisé est rémunéré s'il a de la cooptation, s'il en ramène d'autres. Bon, les consultants toujours en tête aussi, puisqu'ils sont quand même sur les devants de la scène, les salons aussi, les sites enseignes, les réseaux sociaux et les portails pour le coup. Alors, attention à prendre avec des pincettes. Les volumes, en fonction de chacune des sources, ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, ça influe sur les taux de conversion. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas performant, je précise. Et pour ça que tu passes à l'autre slide, tu vois, je continue de faire le clown blanc. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, tous les gens que je vois les plus efficaces ont une stratégie cross-canal. Parce qu'effectivement, c'est dire qu'est-ce qui est le mieux, effectivement, les consultants ou pas. Bah, si j'ai besoin que 2, 3, 4 candidats, les taux de conversion vont être plus importants. Par contre, si je suis dans un réseau ou parce que j'ai levé des fonds, ou parce que X chose, j'ai besoin d'avoir beaucoup de candidats et d'en gros d'avoir un levier très important, hein, comme disent les financiers, un effet de traction important, je ne pourrais pas y arriver simplement avec effectivement le parrainage et les cabinets qui ont les taux de conversion plus importants. Donc, il y a un choix entre les deux et ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait un cross-canal et l'arbitrage se fait en fonction de si je veux aller solidement avec effectivement, si je suis au début, construire quelque chose, ou au contraire avoir beaucoup de volume, des stratégies un peu différentes. Effectivement, du coup, que c'est inévitable, hein, vous le savez, au niveau des étapes entre la première demande jusqu'au rendez-vous et la signature du contrat, il y a une belle déperdition. Mais la courbe après donc là, elle descend bien, quoi, mais on peut aussi travailler chacune des étapes du tunnel pour justement faire en sorte que chaque étape soit un peu plus rehaussée et que. Ouais, on y reviendra après. Alors, pardon, je t'interromps, Mehdi. J'avais insisté là-dessus, mais comme ça, je ne le ferai pas les slides après. C'est que vous verrez une autre slide où on dit a deal is not a deal dans mon mauvais anglais. Mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que le marketing, souvent, et j'en parlais encore avec Nathalie ou Soutélef, dit finalement, ils vous envoient des leads, vous les prenez. Certains disent oui, c'est qualifié, pas qualifié, revenons pas là-dessus. Mais vous oubliez que quand vous achetez cher des leads, finalement, dans les taux de conversion, c'est pas, en gros, le marketing ne s'arrête pas quand ils ont commencé à faire une demande sur votre site. Et moi, je le vois
il est parfois d'un point de vue financier beaucoup plus important de continuer à faire un vrai effort marketing, c'est-à-dire considérer qu'un deal qui est arrivé, il est encore en gros à faire du nurturing, c'est-à-dire qu'il arrive chez moi, et c'est pour ça d'ailleurs que la dernière année, on a développé ces outils-là sur notre plateforme, des systèmes d'automation qui font que OK, il a demandé, je lui renvoie un mail automatiquement en disant OK, on peut se parler, prendre rendez-vous. S'il ne m'a pas répondu, je lui renvoie une autre plaquette derrière. Enfin voilà, que finalement, la personne qui s'est intéressée à vous, elle va s'intéresser à un moment donné, elle va repartir et que la vraie différence que vous allez faire entre vous et une autre enseigne, c'est justement à partir de ce moment-là, ce que vous allez pouvoir lui proposer comme outil, un espace candidat, des documents. Parfois, vous allez être obligé de faire le premier pas pour lui montrer finalement que vous êtes la meilleure enseigne. Et il y a beaucoup à gagner dans cette partie-là. Donc, pensez pas simplement en haut de votre entonnoir, mais en gros, on voit bien hein, l'étape, allez, entre 28% de premier rendez-vous et les signatures de contrat, il y a, comme on dit, du gras. J'aime pas le terme, mais en tout cas, on comprend à aller chercher sur cette partie-là. Ok, bon, on va avancer parce qu'on a tellement de slides à vous montrer. Un truc intéressant et important et que j'y crois plus dur que faire. Enfin, je vais te laisser expliquer un petit peu plus, Olivier, mais ça, Oui, c'est mais super. alors en 2 mots, parce qu'effectivement, tu as raison, les 3 prochaines slides, je dis plus rien, je te laisse avancer. Mais en tout cas, ça pourrait sembler, je dirais, un peu un argumentaire commercial, parce que finalement, oui, nous, en tout cas, on propose une plateforme collaborative et pas simplement un CRM, tout ça. Et donc, mais sauf que c'est la réalité de ce qu'on voit. C'est qu'effectivement, dans les taux de conversion, bah, les gens qui utilisent Excel, tout ça, outre le fait que c'est pas du tout RGPD, on fait, d'ailleurs, j'en profite, petite annonce, demain, le 28, nous organisons avec l'agence RGPD et Michel Rousseau un webinaire sur le RGPD spécial franchiseur. Et donc, outre le fait que les Excel, tout ça, c'est pas du tout RGPD et que vous avez un risque important en termes juridiques, on voit bien qu'il y a une vraie différence dans la manière dont on est plus ou moins efficace. J'utilise en gros un outil de bureautique, j'utilise un CRM type HubSpot, Salesforce, j'utilise une plateforme où le candidat a son propre espace. Il est donc baigné dans votre univers de marque. Enfin, voilà, ça fluidifie les échanges. Et puis derrière, on utilise cet espace candidat et en même temps, que ce soit le nôtre ou un autre, hein, peu importe, avec un système intégré d'automation. Et là, quand on commence à coupler tout ça ensemble, là, on commence à avoir une vraie différence dans les taux de conversion. Ça, c'est sûr. Allez, les 3 prochaines slides, je me tais. Ça marche. Merci, Olivier. Donc, sondage, quel est le délai moyen d'une signature de contrat en 2022 selon vous? On laisse répondre à ce sondage que Lisa va nous lancer et on va pour le coup avancer après avec les réponses. Lisa, je te laisse les donner. Dès que tu les as, on prend 10 secondes pour ça et après on continuera à avancer sur les prochaines slides car effectivement, le délai moyen d'une signature varie d'une année sur l'autre dû à plein de choses, l'extérieur, le contexte, etc. qui fait que je te laisse donner un petit peu les stats que tu as, Lisa, pour le coup. Alors, 42% pour 9 mois, 36% pour 10 mois et 23% pour 8 mois. Ok, donc on constate effectivement que les délais se sont rallongés. Alors, qu'est-ce que nous, on révèle à ce sujet? Donc, bah tiens, Olivier, pas si puni que ça, je te laisse le dire, puisque c'est toi qui as bossé sur principalement là-dessus. En 3 mots, simplement dire qu'on se doute bien qu'effectivement que le contexte économie se tend, que les banques n'apportent pas les choses, que les locaux commerciaux sont plus difficiles à chercher. Voilà, en 2 mots, on comprend. On le note dans nos chiffres, mais je dirais on n'a rien d'intelligent à apporter sur le sujet. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, dans ce temps et dans ce coût des candidats, forcément que ça augmente le coût, parce que si je mets plus de temps pour avoir un candidat et que je commence à calculer le coût des développeurs et tout ça, au final, ça alourdit un petit peu la facture. Hein. Effectivement, voilà. Donc après, encore une fois, avec des outils, des méthodologies, des méthodes, vous pouvez effectivement aller redescendre un petit peu, faire descendre cette temporalité, bien qu'effectivement, ça ne change rien au fait que les banques, des fois, prêtent plus difficilement, etc., etc. Et qu'il y a des choses externes que vous ne contrôlez pas, mais pour celles que vous contrôlez, vous pouvez agir. Alors, la saisonnalité des recherches autour de la franchise, elle avait changé à la suite du Covid. On avait remarqué effectivement qu'il y avait des belles mutations. Là, on retourne sur quelque chose d'assez classique. Les temps forts sont généralement en mars, février-mars avant le salon. On va avoir janvier, juillet, août. Juin, effectivement. Le mois de janvier, en début d'année, est un gros mois.
Et puis après, ça redémarre à la rentrée septembre. Voilà, on est sur quelque chose en 2022 qui était assez stable, bien qu'effectivement, on constate ici qu'il y avait eu un petit changement en 2021 suite au Covid, qui fait que là, je pense, si je vous remontre une courbe en 2023, on est sur quelque chose d'assez similaire là-dessus. Voilà. Alors, pour le coup, que considérez-vous comme étant le plus grand défi pour vous en tant que franchiseur cette année? Alors ça, c'est important. C'est un petit sondage que Lisa va vous mettre à disposition pour qu'on sache un petit peu ce que vous en pensez là-dessus. Alors, restez présents parce que le reste des stats deviennent un petit peu plus précises, on rentre plus dans le détail. Et bien sûr, on devrait finir d'ici 15 minutes à peu près. On va faire en sorte de respecter le temps. Lisa, je te laisse reprendre la main et nous dire un petit peu les résultats que tu as concernant cette réponse. Que considérez-vous comme étant votre plus grand défi en tant que franchiseur? À 80%, trouver des franchisés qualifiés et investis. 14% soutenir les franchisés au quotidien. 8% communiquer efficacement avec eux. Et aussi, on a un 2% de personnes qui partagent dans le chat. J'attends toujours les canaux marketing digital direct pour la franchise. Ils arrivent juste après. Donc voilà. Ok, merci pour vos réponses. On nous invite à continuer, visiblement. Ouais, voilà. Alors effectivement, on nous invite à continuer et effectivement, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première chose que vous devez être capable de faire aujourd'hui pour votre réseau, c'est de savoir calculer votre coût par lead. C'est un indicateur qui va vous permettre, comme on le dit souvent, on l'a dit dans d'autres webinaires avant, de pouvoir connaître justement les performances de vos campagnes, c'est-à-dire combien j'investis, combien de leads je génère et combien ça me coûte. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est un indicateur qui varie à chaque fois d'un mois sur l'autre en fonction de la saisonnalité des candidatures et qui varie aussi d'une année sur l'autre et qui vous donne justement un indicateur. Si vos coûts augmentent, ça veut dire que vous avez moins de contacts peut-être, et s'ils baissent, ça veut dire que vous avez peut-être plus de contacts. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses que ça déclenche. Je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est un indicateur que vous devez absolument connaître. Et donc, les coûts d'acquisition moyens, alors je ne sais pas qui c'est qui le demandait, mais on l'a juste là, sur les courses d'acquisition payantes. Alors, attention, ceci exclut les portails de mise en relation et autres sources digitales d'acquisition pour lesquelles nous n'avons pas forcément la data. Nous, on l'a mis à disposition, c'est notre data à nous, ou sur Facebook, on va plus être autour de 15 € par lead. On constate une évolution par rapport à 2021 et malheureusement, cette évolution continue à être là en 2023 pour plein de raisons que je pourrais citer. Et effectivement, voilà, sur LinkedIn, pareil, on était à 89 € en 2021. En 2022, on est à 130. Et sur Google, pareil, une petite augmentation sympa aussi pour le coup, puisqu'on était à 51 € sur Google en 2021, on est à 80 € par lead en 2022. Et ça comprend tout secteur confondu pour le coup. Voilà. Donc ça donne une petite idée, effectivement, le lead arrive, alors, il est loin effectivement d'être contractualisé, on avancera un peu derrière. Petite remarque, naturellement, ça ne veut pas dire que Facebook est moins ou plus intéressant que les autres, hein, parce qu'effectivement, à chaque fois on me dira, mais c'est pas qualifié. Ce qui compte au final, c'est combien je dépense pour un contrat signé venant d'une certaine source. N'empêche qu'on a quand même des choses. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand j'investis sur du LinkedIn qui peut être très intéressant, qualifié, par exemple nous, puisqu'on fait un certain nombre aussi de recherches pour certains clients en Belgique, en Suisse, on s'aperçoit effectivement que LinkedIn fonctionne très très bien, alors que les mêmes enseignes, quand elles font des stratégies en France, parfois ça fonctionne moins bien. Donc ce qui est sûr, c'est quand j'investis sur du LinkedIn, il faut bien le faire. Et il faut être bien entouré parce que quand je dépense 130 € pour un lead, il faut vraiment que ça déroule derrière parce que sinon, je peux vraiment très très vite mettre mon argent dans un panier percé, encore plus que dans des stratégies Facebook ou Google Ads, alors qu'elles sont regardées comme moins qualitatives et du coup moins intéressantes. Voilà. La seule remarque que je pouvais, en forme de warning, apporter sur le sujet. Alors là, vous avez effectivement, pour rebondir là-dessus, des indicateurs, hein, donc en fonction des différents secteurs. On est sur une forte augmentation du coût par lead dans la restauration, malgré tout, qui est liée à la baisse de candidature, qui est liée à la mutation aussi dans ce secteur en particulier, qui est liée au fait aussi que secteur concurrentiel, effectivement. Voilà, et puis on a fait aussi cette enquête sur 250 réseaux. Si on en avait les 2000, on aurait quelque chose d'encore plus fin en termes de granularité. Voilà. Mais voilà, ça donne un indicateur. Le service à la personne, pareil, en augmentation. L'immobilier aussi, la finance aussi, et le divertissement entertainment, pour le coup, est aussi en augmentation. Donc ces indicateurs permettent de savoir aujourd'hui, de vous comparer par rapport à ce que vous avez.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus par hasard? Lisa? Non. Rien pour… Pardon, Lisa. Okay. Je suis en même temps les questions avec Lisa. Bon, ça marche. Allez, bah, écoute, on va gagner du temps. Je vais avancer sur le reste. Maintenant, le coût d'un contrat signé. Donc, on observe effectivement via le marketing digital que nous, on se positionne entre 2 600 et 6 000 € pour un candidat. Donc, effectivement, ça comprend toutes les campagnes digitales qui seront mises en place pour aller chercher un candidat qui aura signé. En général, on sera sur quelque chose d'un petit peu plus supérieur puisque c'est une approche globale, en fait, pas forcément via le digital. Peut-être que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Olivier? Oui, pourquoi on a fait deux choses différentes? Parce qu'à chaque fois, on dit ça coûte combien, effectivement. Alors, déjà, une première chose très difficile d'intégrer le coût des salariés des développeurs. Donc, bien évidemment, c'est hors structure interne. Et quand on dit structure interne, si vous faites le marketing digital à l'intérieur via vos salariés, tout ça modifie naturellement. Mais pourquoi on a mis entre 3 000 et 7 000? C'est qu'effectivement, les 7 000, ça peut être un certain nombre d'autres choses que le digital. Et puis que le digital, on a mis entre 2006 et 6000. Ce que je voulais juste rajouter, peut-être, c'est que moi, ce que je vois en tout cas, au-delà de ce grand écart finalement entre 2006 et 6000, c'est que plus je suis dans une enseigne où je demande peu d'apports, je vais pouvoir travailler sur quelque chose qui va être plus près de 3000. Si vous faites demain une démarche via les canaux d'acquisition de marketing digital direct qu'on a mentionné, et que vous demandez un apport important, ou en tout cas conséquent, moi, ce que je vois, c'est qu'on est autour de quelque chose entre 5 et 6 000 €. Le coût, donc quand on dit le coût total, à ce qu'on a fait toute l'échelle là, des CPL, effectivement, tout ça, ça veut dire en gros, si je mets 6 000 sur le marketing digital, je vais avoir un candidat. Donc, on voit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous manquez des leads, c'est important, et de toute façon, tout le monde va être bien obligé de mettre ça aussi dans sa stratégie. Mais la personne qui dirait je vais faire du marketing digital et je vais le faire sans être accompagné ou comme ça au bonheur la chance et tout, et ça va me coûter moins cher, je pense que là, il y a un petit peu de mensonge aussi. C'est très pertinent, percutant, efficace, mais on voit que le coût par rapport aux autres, je dirais, coûts, il n'y a pas vraiment de différence. C'est donc un complément d'une stratégie bien pensée. Moi, à vue de nez comme ça, et quand je dis à vue de nez, j'ai regardé mes chiffres, c'est que pratiquement 80% de ce que je vois sont compris entre un 4 et un 6 000 € de budget pour aller chercher une signature qui se déclenche derrière. Alors, là, par contre, là-dessus, pendant qu'on avance, ça m'intéresse quand même d'avoir, et Mehdi, naturellement, votre retour là-dessus, parce que jusqu'ici, je ne vois pas beaucoup d'acteurs qui se mouillent sur la partie marketing digital pour commencer à donner des coûts. Alors, c'est vrai qu'en plus, ça dépend vraiment des secteurs. Pour le coup, je sais que ça fait un peu normand, mais quand même, on est dans un 4 000, 5 000 très, très vite. Donc, ça m'intéresse d'avoir, forcément, vous avez des développeurs autour de la table qui commencent à mener des stratégies marketing digital efficaces. Sinon, les autres, souvent, on est à des choses beaucoup plus délirantes. Mais ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ces chiffres-là qu'on a essayé justement de faire un peu plus transparent que ce qu'on voit de part et d'autre. Alors, bon, on vous a donné un petit indicateur des coûts d'acquisition qu'on arrive plus ou moins à obtenir sur Google Ads pour aller chercher des candidats dans les différents secteurs principaux, restauration, immobilier, animation, loisirs, santé, bien-être. Bon, c'est des indicateurs. Ça ne veut pas dire que ce seront les coûts que vous aurez vous. S'ils sont meilleurs, tant mieux. Ça dépend aussi de plein d'autres facteurs. Mais au moins, ça donne un référentiel sur des campagnes Google Ads. Voilà. Après, l'avantage de Google Ads, c'est qu'on est quand même sur des recherches intentionnistes. On est sur des personnes qui recherchent dans un secteur en particulier. Donc, c'est quand même bien de mettre ça en place parce que ça vous permet de vous positionner à ce moment-là quand la personne fait la recherche. Je vais essayer d'avancer parce que… Une toute petite remarque pour dire que du coup, parce que c'est le complément c'est que si on se lance dans le marketing digital, ça veut dire forcément c'est un coût et ça veut dire qu'il y a un effet de seuil. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, je sais que j'ai vu, je crois, Régis Remande intervenir pas mal sur le sujet, il a raison. Si je fais appel à un consultant, effectivement, je peux mettre un certain billet, pas plus. Là, quand je fais dans le marketing digital, si j'ai pas un certain budget à mettre à l'année,
on peut en tout cas sortir des ratios qu'on a vus ici, et donc effectivement, ça nécessite une certaine mise de départ, comme on dit, pour que ça soit cohérent. On peut aussi le dire, on va voir du coup les budgets moyens qu'on constate sur les enseignes qui se lancent sur ce type de choses. Après, on l'a vu effectivement, du coup, les coûts d'acquisition, je pense que c'est clair pour tout le monde. Alors, je passe rapidement sur cette slide et on va revenir sur ce que tu dis, Olivier. Je regarde l'heure aussi. Restez encore parce qu'on a encore plein de... Enfin, on arrive presque sur la fin, hein, je vous rassure. Et on vous laissera poser des questions si vous en avez. Mais voilà, on vous donne un indicateur ici. C'est le coût d'un clic sur Google qui vous permet de voir si vous faites des campagnes de votre côté, comment vous positionnez. C'est ce qu'on observe, nous, de manière générale. Encore une fois, ce n'est qu'un indicateur. Vous pouvez être meilleur, moins bon, mais c'est déjà histoire de donner un référentiel sur les secteurs qu'on a donnés. Et là, on voit qu'effectivement, on a plus de clics dans la restauration, on en a un peu moins dans l'immobilier, on en a un petit peu plus dans l'animation et loisirs. On a dans le santé, bien-être, des coûts par clic qui sont plus élevés. Donc ça, c'est des indicateurs qui vous donnent un petit peu le nombre de clics que vous obtiendrez en fait en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Voilà. Organiquement et naturellement parlant, des candidats vont tout de suite s'orienter dans la restauration. Donc si vous êtes dans la restauration, vous aurez plus de chances de capturer plus de leads sur Google que ce que vous ne le ferez dans d'autres secteurs comme l'ameublement ou l'habitat. Voilà. Prochaine slide, elle est super importante. Je vous autorise à faire un screenshot si vous voulez. Effectivement, aujourd'hui, on constate, après avoir piloté un certain nombre de campagnes, qu'un lead sur 4 est qualifié sur LinkedIn, un lead sur 7 est qualifié sur Facebook et un lead sur 3 est qualifié sur Google. Donc, d'où l'importance de venir se positionner sur différents canaux. Et effectivement, ce n'est pas parce que sur Facebook, on a effectivement beaucoup de déchets qu'on ne trouve pas des bons profils. Et la majorité des enseignes qu'on accompagne sur Facebook, ça marche plutôt bien pour eux. Après, effectivement, bon, on en a pour certaines pour qui on a coupé parce que ça ne marchait pas. Mais voilà, ça, c'est des indicateurs qui sont aussi très importants. C'est le ratio de performance. C'est-à-dire, il me faut 4 prospects pour en avoir un de qualifié sur LinkedIn. 7 sur Facebook pour en avoir un et 3 sur Google pour en avoir un. Voilà. Encore une fois, s'il y a des questions, Lisa, je te laisse m'arrêter, il n'y a pas de souci. Il y a une question, mais elle est spécifique à Franchise. Oui. Voilà, je laisse Arnaud y répondre, sinon effectivement, voilà, quelqu'un nous posait une question. Comment dans notre outil paramétrer le tunnel de conversion pour mesurer exactement le coût d'acquisition à différentes étapes? Je laisse Arnaud lui répondre. Je ne vais pas faire ça marche. Allez, je rebondis vite fait sur cette slide qui est aussi importante. Et c'est à mon avis une des slides les plus importantes d'ailleurs. Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est les budgets que vous devez consacrer au minima sur ces canaux-là, si vous voulez performer. Un client qui aujourd'hui ne peut pas mettre au moins 1 000 € par mois par canal, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on va faire du bricolage et surtout si c'est la première fois que vous y allez, il faut que vous puissiez collecter de la data, connaître votre coût par lead, connaître vos statistiques pour pouvoir ensuite performer. Donc, effectivement, on constate qu'on arrive à avoir des bonnes performances. Nous, personnellement, au niveau de l'agence, on a de bonnes perfs sur Google et Facebook. Après, un peu sur LinkedIn, mais LinkedIn, la difficulté, c'est de pouvoir avoir suffisamment de budget pour se positionner là-dessus, que votre réseau, votre concept match avec le réseau social LinkedIn pour que ça puisse performer. Voilà. Donc, en moyenne, Google, sur l'ensemble des clients qu'on a audités, on a à peu près 10-15 contacts. Alors, je dirais plus 8-15 pour le coup sur Google. Sur Facebook, à peu près 30. C'est beaucoup de volume sur Facebook. Et après, sur LinkedIn, on en a un peu moins, mais c'est quali. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on obtient de référence par canal. Voilà. Après, à prendre avec des pincettes. Ouais. Et du coup, ce que je voulais noter là-dessus, puisqu'on parle aussi on donne un peu des conseils finalement digitaux, c'est que sur le LinkedIn, finalement, je dirais pas l'organique, mais le manuel ou le pseudo-manuel, on connaît tous effectivement ce que c'est capable de faire, des name lists, des choses comme ça, des campagnes de growth hacking derrière, mais que le manuel fonctionne bien. Quand je dis manuel, c'est quoi? C'est effectivement, je travaille ma base, j'identifie des gens, manuellement, je leur envoie des éléments. Voilà, je connais des enseignes. Voilà, je pourrais citer Nachos, je ne sais pas si Jean-Philippe est là, mais effectivement, le fait de manuellement, avec l'aide ou pas d'alternant, d'aller manuellement sur LinkedIn faire les choses, vous allez faire réduire largement votre coût d'acquisition sur ce média-là. Donc souvent, en gros, LinkedIn, pour qu'il soit intéressant, il faut y mettre, je dirais, de la masse salariale en quelque sorte, ou en tout cas du temps homme sur le sujet, sinon tout le monde rêve de LinkedIn. Moi, ce que je vois effectivement, c'est quand même des taux d'acquisition qui restent assez importants.
l'as mentionné. Nous, sur la gestion des campagnes, on est quand même 4. Donc, bon, effectivement, à une plus grande échelle parce qu'on a 30 clients, mais c'est un temps humain énorme et s'il n'y a personne derrière les manettes, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, c'est vraiment important de vraiment le garder en tête. Donc, voilà. Bon, je vais avancer pour le coup puisqu'on dépasse presque le temps. Je vous donne un exemple ici de campagne locale qu'on a mis en place pour un de nos clients. Donc, le marketing digital local au service de la génération de leads. Je peux peut-être développer pour le coup, Olivier. On remercie aussi notre client pour le coup. Ouais, je voulais faire un focus là-dessus. Alors du coup, on a mis en place Habitea, effectivement, on aurait pu mentionner. Alors moi, je vais plutôt parler, sans donner les chiffres, mais des enseignes comme Mobalpa ou comme Monoprix. Je ne sais pas si Ludovic est avec nous, mais en tout cas pour qui on fait ces campagnes. Je voulais insister sur le fait que le marketing digital direct, il est aussi au service de la génération de leads géolocalisés. Et je pense que là-dessus, il y a des choses sur lesquelles vous exploitez pas assez. Ça veut dire que, j'imagine, je suis une grande enseigne, je suis présent un peu partout, je vais recevoir des leads de l'Obs, de TLF, tout ça, des uns des autres, sauf qu'au final, sur ces gens qui vont arriver, combien vont être disponibles sur une certaine zone? Eh bien, le fait de passer, je vais prendre un exemple par Facebook, va vous permettre de dire, et non seulement en Europe, en France comme en Europe, avec les mêmes outils, que vous cherchiez un franchisé à Valencia, Madrid, Bruxelles, Charleroi ou Reims, c'est les mêmes techniques et vous allez du coup pouvoir dire, OK, je fais une campagne Facebook ou autre, mais parlons de Facebook, sur une certaine zone avec un certain nombre de critères et je vais faire en sorte que 20 km, 30 km à la ronde, je tape jusqu'à temps que j'ai des gens en face. Et là, du coup, souvent quand on pense digital, on ne pense pas géolocalisé ou on ne pense pas local, on ne pense pas terrain. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a des choses qui commencent à donner de très, très bons résultats sur 2 axes. Vous êtes une petite enseigne et vous dites, bah, moi, je veux me développer, mais je vais commencer à me développer autour des agences qui sont déjà existantes. Et donc, du coup, ça fait un buzz de fond de terrain. Et donc, du coup, c'est parfois une bonne stratégie plutôt que d'aller trouver 3 implantations à l'autre bout du territoire qui vont vous coûter un peu de déplacement et un peu de temps homme. Et puis, naturellement, pour les enseignes qui sont un peu pour vous de partout et qui se disent, peu importe si je vais mettre un budget un peu plus cher, mais si je tape sur une zone de 20-30 km, alors que c'est une ville assez importante, ça va gagner. Dernière chose, puisque je parlais de l'Europe, même si vous êtes une marque super importante, j'en mentionnais quelques-unes, donc imaginons que je ne mentionne pas celle-là, mais vous n'êtes pas forcément connu dans un autre territoire. Et donc, du coup, l'investissement média que vous auriez à faire pour avoir les 5-6 premières implantations dans un nouveau territoire, vous pouvez, en tout cas, à mon avis, le faire de manière beaucoup plus efficiente en utilisant les réseaux sociaux, le marketing digital dans un point de vue localisé. Puisqu'on dit ça, ça veut dire quel budget à nouveau? Bah là aussi, on retombe sur des budgets même qui sont un peu supérieurs. Ça veut dire que je pense qu'il faut compter entre un 7 000 à 8 000 euros. Parfois, on a des super bonnes surprises, hein, mais gardons en tête ce chiffre-là pour se dire, OK, je fais appel au marketing digital local pour aller m'implanter dans cette zone-là parce que je sais que plus je vais aller vite m'implanter ici, plus derrière, ça va faire d'autres choses. Donc, à vous de voir ce qui est pertinent en termes de budget, mais ne passez pas à travers du marketing digital au service d'une stratégie très géolocalisée. Effectivement. Et donc, du coup, je voulais terminer sur 2 slides. Donc, la première chose, c'est comment structurer le parcours de vos candidats. Donc, effectivement, et surtout le marketing de votre réseau, ça va passer par des campagnes de notoriété pour justement élever la notoriété de votre réseau, par de la presse, être présent sur des portails aussi, mais qui vont aussi permettre de faire de l'acquisition et donc, du coup, de diversifier avec les portails votre source d'acquisition en étant présent sur du Google, du LinkedIn, du Facebook, même de la prospection automatisée comme des fois on fait sur LinkedIn. Voilà. Et ça, pour moi, ça c'est un tunnel, autant un parcours candidat qu'un tunnel d'acquisition qui est gagnant parce qu'on va être capable ensuite de collecter le contact, le rentrer dans un CRM, donc dans un outil de traitement des candidatures tel que Franchising Cloud ou autre, d'aller mettre du marketing automation, d'aller adapter notre approche auprès du candidat en fonction de son comportement d'un point de vue marketing, purement marketing, et ensuite l'accompagner en fait jusqu'à la signature. J'ai dernièrement rencontré un réseau qui faisait du webinaire en fonction des différentes étapes de décision du candidat. Ils avaient réussi à segmenter un peu leur base de données candidats, ceux qui étaient prêts à signer dans 3 mois, ceux qui c'était un projet pour dans 6 mois. Ça, il faut que vous ayez une stratégie derrière. C'est du marketing B2B. Et effectivement, pour bien performer dans les prochains mois à venir, mais dans les années à venir, c'est de cette manière-là qu'il va falloir qu'on s'y prenne. Dans le secteur de la franchise,
tout comme on le fait aujourd'hui dans d'autres secteurs, dans le B2B, pour justement y arriver. Voilà. Dernière petite slide, et ça, c'est pas une mise en garde, mais c'est une réalité, et je laisserai terminer là-dessus Olivier. Non, je dis effectivement, j'en ai déjà un peu parlé au début, donc très rapidement. Alors, ça peut sembler une conclusion comme ça, et finalement, il n'y a pas des chiffres, et quand il n'y a pas des chiffres, ça ne nous intéresse pas. Sauf que je le redis, vos stratégies marketing, elle ne se finit pas quand la personne est venue sur votre formulaire et vous indiquez que finalement, l'enseigne s'intéressait. C'est la même chose, on parlait de B2B, B2C. On a tous les gens maintenant qui font leur podcast. On voit bien le patron d'Eskimos, pour le nommer, effectivement. Plus je donne du contenu à la personne en face, plus elle continue de s'intéresser à moi. Et il y a un peu, je dirais, une schizophrénie que je vois parfois, c'est que votre enseigne, forcément, vous en êtes fier. Donc, du coup, vous dites dans toutes vos communications auprès des gens qui sont déjà intéressés à vous, vous leur dites mon enseigne, elle va faire ceci, elle va faire cela. Et vous oubliez souvent que le franchisé de son côté, bien naturellement, votre enseigne l'intéresse, mais c'est plutôt son projet entrepreneurial de vie, avec tout ce que ça implique, qui est au cœur. Donc, plutôt que de parler de vous, plus exactement en complément du fait que vous parlez de vous, pensez aussi à parler beaucoup aux candidats et du candidat. Donc, on parlait de type de webinaire. Comment se planter quand j'ouvre une enseigne de restauration? Comment ma vie m'a changé? Est-ce que je vais travailler de 12 heures à 24 heures dans tel secteur? Enfin, ce genre de choses-là, même parfois un peu provoquant. Bon, on peut être provoquant plus ou moins à la taille de son enseigne, mais vraiment, et je le vois et on voit avec Mehdi que les choses évoluent là-dessus, c'est que si vous l'avez vu, 100% tombe de lead dans nos outils, la manière dont vous allez pouvoir automatiser les choses, renvoyer du contenu, peu importe si c'est schizophrène et qu'on entend dire non, mais moi je veux que des leads qualifiés, eh bien je regrette, les meilleurs que je vois, et même quand ils ont des enseignes connues, et je vais terminer par là, eh bien c'est à eux, tant pis messieurs, c'est à vous de donner envie du candidat. Alors ça ne veut pas dire que c'est vous qui, en gros, vous mettez à la place et que c'est vous qui avez le séduire, mais quoique. Donc, si vous n'êtes pas à dire c'est toi qui décides, jamais effectivement ça serait une erreur. Mais par contre, au moins en termes de contenu, pensez, et vraiment c'est ma conclusion, à construire du contenu, même une fois qu'il est tombé dans vos outils de CRM, pour continuer à l'alimenter sur comment lire un bilan dans la restauration rapide, comment ceci, enfin du contenu qui va lui permettre, dans sa réflexion qui va durer, on l'a vu, 2-3 mois en termes d'enseigne, au moment donné, où il a eu une annonce de telle et telle enseigne, et bien finalement, qu'est-ce qu'il va faire qui va être plutôt vers l'une ou vers l'autre? Dans la restauration, désolé messieurs par exemple, mais il y a quand même un peu de concepts qui se ressemblent parfois. Et bien du coup, si je suis dans une enseigne, j'ai un espace client, on m'envoie des webinaires sur des trucs qui m'intéressent, qui me permettent de construire ma réflexion en termes de chef d'entreprise, eh bien là, je gagne des points énormes. Donc vraiment, le marketing ne s'arrête pas quand en gros les gens de Mehdi ont fait leur boulot pour aller chercher les leads, même si je sais que le boulot de Mehdi continue et que lui aussi, il va vous aider sur cette partie-là. Les dernières étapes sont déterminantes. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Effectivement, la mise en place de webinaires, même à la demande, sur une page d'atterrissage, sur votre site franchise, voilà, l'arrivée du contact dans Franchise on Cloud, ok, coche une case, ça veut dire que, il arrive dans votre CRM, donc ok, c'est un lead qualifié. Ensuite, il a émis telle action, il a téléchargé la brochure. Ah ok, c'est encore plus qualifié en fait. Et puis tiens, il est allé voir 2-3 contenus webinaires, même 3 mois après. Tiens, ça renvoie un message sur Franchise on Cloud en me disant attention, là, ce prospect que tu avais il y a 2-3 mois, c'est vraiment un prospect chaud. Là, il faut le recontacter maintenant, il est prêt. Il cherche quelque chose, il a un problème, il faut que tu lui répondes. Et ça, forcément, ça nécessite d'outils parce que si vous le faites manuellement, vous ne savez jamais effectivement quand la personne s'intéresse à nouveau à vous. Donc vraiment, ces systèmes d'automation sont vraiment des bons compléments pour que sur les 1000 candidats que vous avez chacun dans vos CRM, sachez qui réactiver au bon moment. Tout à fait. Voilà. Et écoutez, vous avez peut-être des questions. On a été presque juste au niveau du timing. Olivier et moi, on parle beaucoup, on prend beaucoup de plaisir à faire ce genre d'enquête. Je tiens, avant de passer aux questions rapides, vous remercier toutes les enseignes qui nous ont permis de rendre cette enquête possible, que l'on renouvellera chaque année. Merci aussi aux équipes d'Everfruit qui, pour le coup, notre petite Lisa qui a bien bûché et même le reste de la team pour le coup. Voilà. Et puis bien sûr à Olivier et aux équipes d'Olivier qui ont aussi permis de rendre ça possible. Et qui voilà, merci Arnaud, effectivement, Tranchet, que vous connaissez, qui est au poste en ligne sur le marketing digital dans nos équipes. Moi, je voulais juste dire un truc, Mehdi, qu'on pense bien, parce qu'effectivement, on fait cette étude, on va chercher des chiffres et tout. Peut-être que je parlais de modestie.
investis, j'aimerais bien qu'à la suite de ce webinaire, que les uns et les autres n'hésitent pas à me dire, bah, tiens, c'est tel sujet que je veux creuser, tel sujet que je veux creuser, parce que finalement, il y a aussi une suite à ce webinaire-là, et donc on peut continuer à répondre aux questions que les uns et les autres se posent. Moi, je pense qu'au moins, on peut dire que depuis 2 ans, on a changé un peu le discours à travers cette étude qu'on montre gentiment, en disant, bah, avant, c'est quoi le taux de conversion à peu près moyen en France, c'est quoi? Eh ben, au moins, on permet d'apporter un peu de chiffres qui apportent un peu d'objectivité dans tout ça. Le jour où on aura un échantillon de 1000 enseignes, on sera encore plus pertinent. J'avoue que je suis assez impatient d'avoir cela, puisque ça voudrait dire qu'on aura 1000 enseignes utilisateurs de Franchise & Cloud ou d'Everflow Digital. Donc, allez-y, on vous attend, comme dit l'autre. Lisa, les questions? La seule question que j'ai vue, c'est est-il possible d'avoir un doc de cette présentation? Alors, très bon rebondissement et très bonne transition. Donc, effectivement, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh ben, on va vous envoyer en fait le nouveau Franchise Development Report 2023, qui est l'enquête en fait. C'est un livre d'à peu près une 40aine de pages qui recense toutes les statistiques qu'on vous a données là, et même plus en détail pour certaines. Et qui vraiment, vous devez l'avoir toujours direction marketing dans un réseau, c'est une obligation de l'avoir sur votre bureau tout le temps pour voir un petit peu, pour avoir des statistiques, des valeurs de référence. Et même directeur de réseau, responsable de développement, fondateur d'un réseau, c'est super important. Et ce sera mis à disposition gratuitement à tous les participants de ce webinaire. On vous l'envoie, alors peut-être demain, voire lundi, pour le coup. Et après, pour ceux qui ne se sont pas présentés pour le webinaire, on laissera un petit peu l'exclusivité pour ceux qui ont participé jusqu'au bout. On l'enverra sur la fin de la semaine prochaine. Voilà. Donc, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas avant qu'on ferme ce webinaire. Et puis, Je crois que tout le monde est en train de nous saluer gentiment et nous remercier avec des mots un peu sympas, effectivement, sur l'exercice auquel on est les premiers en France à s'adonner. Donc, encore une fois, avec toutes les réserves que nous-mêmes, on se met quand on voit des chiffres. Mais je crois que les principales tendances sont là et sont, encore une fois, largement partagées avec les différents acteurs des médias ou autres. Et je voulais simplement à nouveau les saluer, David Prost, Nathalie, effectivement, Emmanuel Delaney, enfin voilà, on les connaît tous, ils sont sur le pont à votre service aussi tous les jours. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'au bout d'un moment, avoir des merci, au revoir, je comprends qu'il n'y a pas de questions. Et donc du coup, on vous dit très bonne journée à tous. Et puis le replay, comme a dit Mehdi, il arrive vite. Et puis prenez contact avec Mehdi, prenez contact avec mes équipes, avec moi-même. On est là pour vous accompagner et faire en sorte que votre enseigne grandisse vite. Alors, juste avant qu'on ferme, Lisa, je te demanderai juste d'écrire l'URL du site qui est dédié à cette enquête, sur lequel vous pourrez aussi télécharger l'enquête vous-même pour des personnes proches que vous connaissez, qui voudraient le revoir, ou alors visionner le replay. Vous aurez la possibilité de voir les deux. C'est très simple, c'est franchise-development en anglais. On n'a pas eu le choix, le domaine n'était pas dispo, le reste, en français. franchise-development.fr. Et vous retrouverez donc l'enquête de 2022, donc de 2021, donc de l'année dernière. Et on met ça à jour à partir de demain lundi, où vous aurez la nouvelle version qui sera disponible au téléchargement. Et ça, c'est Lisa et le reste de l'équipe que je remercie encore énormément parce qu'ils ont été hyper efficaces sur la mise en place de ce webinaire, qui le mettront à disposition. Voilà. En tout cas, merci à tous. Si vous avez des questions, Olivier et moi, on est à votre disposition. On n'est vraiment pas là pour, c'est pas une approche commerciale ou quoi que ce soit. C'est pour faire bouger les lignes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à retrouver nos coordonnées sur LinkedIn ou sur notre site, nous appeler. Ce sera vraiment un plaisir pour moi personnellement, du moins, de pouvoir répondre à vos questions sur vos problématiques de recrutement de candidats à la franchise. Voilà. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci pour votre participation.